Commencer un petit peu en avance, ça arrangera tout le monde de finir plus tôt. C'est bon? Allez, on est parti. Donc tout d'abord, merci à tous d'être venus, la salle est pleine, ça fait plaisir. Je me présente, je m'appelle Arnaud Pfliger, je suis développeur Java full stack chez lesfurets.com depuis maintenant plus de 4 ans. Donc j'ai un petit peu tout fait dans cette équipe jusqu'à maintenant. Je passe un petit peu par tous les aspects du produit, et puis notamment l'implémentation du continuous delivery chez nous. Donc je vous introduis un petit peu le contexte, même si peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu à la conf précédente. Donc on est un comparateur d'assurance, le premier comparateur d'assurance indépendant en France. On fait 2 500 000 devis d'assurance par an, tout produit confondu, voilà, pour les trafics. L'entreprise est relativement petite encore, hein, on a une 50aine de personnes, et puis on est tous à Paris, on est tous dans les mêmes locaux. Donc une entreprise qui se veut quand même un petit peu, enfin, qui se veut agile et puis qui fait de son mieux. Donc comme je vous ai dit, on est en continuous delivery et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on fait des mises en production journalières. Une mise en production par jour. Faut savoir que ce rythme il n'a pas trop évolué depuis 1 an et demi. En fait, ça tourne plutôt bien. Ce continuous delivery, il a une particularité quand même qui est pas très courante. C'est qu'on tourne en feature branch. Donc ça, bon, c'est pas commode et je vais un petit peu détailler pourquoi on a choisi cette voie-là et puis surtout comment ça tourne. Donc les ordres de grandeur, on va dire que chaque jour on met une poignée de branches en prod, 3 à 10, bon, j'ai pas les chiffres exacts en tête forcément. Et puis dans l'intégration continue, en permanence, on a 40 et plus branches de développement. Donc typiquement, on a une branche de développement par ticket ou par tâche de développement, donc presque une branche par développeur ou plus, puisque tout le monde est toujours en train de bosser plus ou moins sur 1 ou 2 sujets en même temps. Et donc ça, ben voilà, c'est vraiment notre rythme de croisière, quoi. Alors le feature branching, je vous le bombarde comme ça, mais en fait, il y a une vraie raison derrière. Et ce feature branching, il s'oppose au trunk-based delivery. Alors il y a plusieurs noms en fait: trunk-based delivery, trunk-based deployment, trunk-based development aussi. Tous les termes existent. Je vais employer TBD dans la suite de la présentation. Donc on a choisi le feature branching et on a rejeté en fait ce TBD. TBD, c'est la façon standard de faire du continuous delivery aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui décrivent cette façon de faire, cette méthodologie. Donc je vais passer un petit peu en détail de pourquoi et surtout comment on fait du feature branching. Alors pour comprendre déjà pourquoi on a adopté le feature branching, je commence vite fait par faire une petite passe sur TBD et son grand principe. Donc tout d'abord, il y a des gens qui en parlent très bien de TBD. Donc il y a tous les géants du web qui en parlent et puis qui décrivent ce processus. Donc on en cite quelques-uns. On a du Etsy. Etsy est très connu pour faire ça, mais on en a plein, des Amazon, Facebook, tous ces gens-là. Je vous renvoie notamment vers la conférence d'Axel Fontaine sur le sujet, que j'ai trouvé vraiment de très bonne qualité. Je crois que c'était il y a 2 ans ici à Devoxx France. J'imagine qu'elle est sur Parlez. Et puis vous avez de la littérature, Continuous Delivery par Monsieur Humble, hein, qui est un standard, qui est une des références dans le domaine. Et puis je vous cite plus à titre d'exemple, enfin à titre d'anecdote plus que de référence réellement, la page wiki. Il y a une page Wikipédia sur le Continuous Delivery, je trouvais ça assez fou, qui n'est pas une référence en tant que telle, mais qui au moins montre qu'il y a vraiment un standard établi. Les géants du web font du TBD. Et le principe, alors, si vous connaissez pas, je rappelle en 2 mots, c'est que tous les commits sont buildés de façon automatique et vont jusqu'à la prod. Donc
donc le commit, hein, et ça suppose une intégration continue très solide jusqu'au bout, jusqu'à la MEP automatique, quoi. Les géants du web pratiquent ça, et donc eux, typiquement, quand ils parlent de leur continuous delivery, ils annoncent des rythmes de mise en production bien plus soutenus que nous. Ils font pas une MEP par jour, ces gens-là, ils en font 100 ou plus. Ça correspond tout simplement à leur volume de commit journalier, quoi. Et nous, ce TBD, on l'a trouvé un petit peu difficile. Alors il y a plusieurs points qui nous a paru un petit peu un petit peu compliqués. Le premier, le plus évident, les tests automatisés. On est à l'époque, quand on s'est lancé quand on a voulu faire du continuous delivery, on n'avait pas les moyens d'avoir un pipeline comme ça de build suffisamment robuste pour garantir la validité d'une version. Donc hyper difficile à atteindre. En particulier, on fait beaucoup de dev front-end, CSS, et qui prétend aujourd'hui tester de la CSS de façon automatique. Il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui qui existe pour faire ça. Donc ça nous paraissait non seulement difficile, mais presque un petit peu irréaliste, quoi. Ensuite, on avait un état de notre pipeline qui était ce qu'il est. Donc, les déploiements, ils n'étaient pas entièrement automatisés. On aurait pu investir dessus, il y a pas de souci. Mais en l'état, on voulait faire du continuous delivery tout de suite, et on n'avait pas vraiment ce qu'il fallait, quoi. Les feature toggle, c'est pareil, ça nous paraissait un petit peu pénible. Feature toggle, c'est un des piliers, une des bases du TBD. Qui consiste quand vous avez une fonctionnalité qui prend plus d'un commit à être développée, ce que vous faites en fait, c'est que vous allez brancher une variable de configuration dans le code pour désactiver le code de la feature qui est pas terminée encore. Vous la désactivez, ce qui permet d'envoyer le code en prod et puis de continuer à travailler dessus. Donc ça nous paraissait un petit peu pénible quand même à gérer. Vous imaginez bien, on a 40 branches, donc dans les 40 branches, il y en a un certain nombre qui ont plus d'un commit. S'il fallait s'amuser à faire du feature toggle là-dedans, pour tous ces travaux, ce serait un petit peu laborieux quand même. Ensuite, un gros défaut de TBD, c'est que ça n'offre pas vraiment de chemin de migration. Alors ça, c'est vraiment gênant, c'est-à-dire que pour atteindre votre première MEP en continuous delivery, vous êtes obligé d'avoir ce pipeline entier dès le début, en fait. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de chemin, vous êtes obligé d'investir sur les tests très fortement. Et ça, en fait, ce chemin de migration, je soupçonne que ça décourage la plupart des gens qui aimeraient le faire. Un gros défaut ici, quand même, de la méthode. Donc voilà, on n'a pas voulu abandonner là, puis on s'est dit on va essayer de faire autrement. Voilà, investissement, on n'a pas voulu faire cet investissement, on a voulu le faire tout de suite. Et alors, assez naturellement, on se tourne vers les feature branches. Les feature branches, alors rapidement, pour être clair sur ce que c'est, on a une branche master qui est le code de prod. Personne ne commit dans le master. Et on va tirer à partir de ce master des branches, quoi. Donc on va tout coller dans des branches, on va isoler les développements dans des branches. On est assez convaincu que la solution elle réside là-dedans. On commence à réfléchir. Alors la réflexion elle a pris pas mal de temps quand même. On avait cette idée en tête de faire ça comme ça, mais on a bien mis 1 an quasiment avant de se convaincre qu'on pouvait y arriver. Il y a une vraie réticence à faire des feature branches, et cette réticence elle est normale, elle est parfaitement justifiée. Il y a monsieur Paul Julius qui nous dit que faire des feature branches c'est ne plus faire d'intégration continue. Donc ça c'est le problème qu'on va chercher à résoudre. Moi, ce que j'aurais à lui répondre à Paul là, c'est que on va pas laisser tomber. Et il y a beaucoup de gens qui laissent tomber. En fait, je pense qu'il y a vraiment une conviction générale que les feature branches ne sont pas une bonne idée. Il
il y a notamment Martin Fowler qui a écrit des articles sur le sujet pour dire que le feature branching n'est pas une bonne solution et que ça cache on va dire, de la mauvaise architecture du logiciel, que c'est pas assez flexible, etc. Donc on va s'attaquer au problème, nous, on va pas laisser tomber aussi vite. Donc on va d'abord essayer de comprendre le problème. Qu'est-ce qu'on entend par ne plus faire d'intégration continue? Une erreur à ne pas commettre, c'est de dire que l'intégration continue, c'est uniquement le build Maven. Ça, c'est assez commun et surtout pas vrai. Donc il y a effectivement la compilation plus les tests, mais à côté de ça, quand on était en Scrum auparavant, les développeurs ils committent dans le trunk et le trunk il est déployé sur un environnement de test. Et ça c'est un aspect hyper important du continuous delivery, de l'intégration continue. Cet environnement de test sur lequel on a l'habitude de tester le travail en cours. Donc cette capacité naturelle de l'équipe à recéter, c'est ce que j'appelle dogfooding ici. C'est vraiment une des solidités du développement agile, quoi. À côté de ça, bon, on a les Selenium qui sont directement liés au fait d'avoir de l'environnement de test. Je détaille pas ce que c'est Selenium, c'est pas le sujet. Et dans le trunk, on avait l'habitude avant de résoudre nos conflits. Quand on passe au feature branch, c'est un peu la cata en fait. On perd une bonne partie de ce qu'on avait. On n'a plus en particulier la possibilité de construire cet environnement de test. Donc voilà, l'isolation, elle a des conséquences. Et là, on est un peu bloqué, quoi. Donc c'est là où on cherche une solution et puis on essaie de se convaincre pendant presque une année de comment on peut faire ça. Et la solution, en fait, c'est cette réflexion qui va nous mener à cette idée de continuous merge. Alors le continuous merge, l'idée qui est derrière, c'est de faire un merge automatique. Donc on a plein de branches, puis on se doute bien qu'il y a une histoire de merge à faire là-dedans. On veut déployer toutes nos branches sur un environnement, on veut tirer les Selenium sur un environnement, etc. Détecter les conflits. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer un job d'intégration continue, en plus de la build Maven, un deuxième job à côté, qui va être chargé de créer une nouvelle branche qui merge toutes les autres, qui merge le master et les feature branches. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent pas Git, puisqu'en fait, on va assez rapidement parler de Git maintenant. C'est un truc qui est natif. Enfin, il y a une primitive Git qui permet de merger comme ça plusieurs branches en une seule. Donc un job d'intégration continue qui va nous faire ça. La façon dont ça marche, c'est que quand quelqu'un rajoute un commit ou va pusher une branche ou créer une nouvelle branche, l'intégration continue va le détecter. Et en même temps que de lancer une build Maven, on va reconstruire cette branche pour intégrer ces nouveaux commits dans le merge. Un des fondements de ce fonctionnement, en fait, c'est que la branche Octopus n'est pas historisée. Il n'y a pas de branche ici sur la droite, là. La branche Octopus porte un seul commit de merge. Donc à chaque fois qu'on va recréer la branche, elle va écraser la branche précédente. Donc l'Octopus est systématiquement recréé à partir de rien. Et donc ça c'est très important en fait, ça nous garantit que les branches feature elles vont être mergeables à n'importe quel moment, dans n'importe quel sens. Cette volatilité du merge elle est essentielle. Puis elle apporte aussi des choses très confortables. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe mal sur une feature, des tests cassés ou un truc qui marche pas, on va simplement retirer la branche et en reconstruisant un merge, le nouveau merge il va écraser le précédent, il ne va plus contenir cette branche. Donc cette notion de ne pas historiser l'Octopus est assez fondamentale dans le fonctionnement. Donc comment on a envie de construire ce merge? Ce qu'on a envie de faire en fait, c'est git merge feature / étoile, c'est-à-dire merger un pattern de nommage qui va nous merger toutes les branches. Bon, il se trouve que cette commande elle n'existe pas dans Git. Par contre, je vous ai dit, il y a une primitive qui existe qui permet de merger plusieurs branches d'un coup quand même. Donc en fait, ce qui existe, c'est git merge suivi de toutes les branches en paramètres. Bon, on va créer un script qui fait ça. Puis une chose en amenant une autre, c'est devenu une vraie commande. On l'a intégrée à part entière dans Git et on l'a open sourcé.
Donc on a appelé ce truc-là Git Octopus, qui nous permet de merger des patterns. Alors je vous ai prévu une petite démo de cet outil-là. Donc on est parti. Alors je vais directement me mettre sur le repo du projet. C'est pas tous les jours que les gens font des démos sur leur vrai projet. Ouais, c'est pour avoir un petit peu tiré à balles réelles, quoi. Alors c'est peut-être un peu petit. Voilà. Donc je suis dans mon repo. J'ai préparé des petites branches d'exemple. Vous voyez que récemment j'ai bossé sur une branche qui change la conf IntelliJ. Alors, je suis sur ma branche locale, hein, et là, dans mon repo, j'ai toutes les branches de mes collègues. Hop. Donc là, on a toute une série de branches, en fait. Alors, je vous passe les détails de pourquoi il y a remotes dedans, pour ceux qui connaissent pas Git, c'est de la plomberie. Et features, et ça, c'est un identifiant de ticket. Hein. Normalement, il y a un libellé au bout, mais je les ai anonymisés pour pas trop divulguer d'informations quand même. Et donc là, je dois en avoir, je crois, une petite cinquantaine. Et en fait, c'est tout à fait réaliste, vous allez le voir, de merger 50 branches ensemble. Donc j'y vais, j'ai une commande Octopus que j'ai installée, hein, et je lui donne le pattern. Hop. Non. Ah, je me disais qu'il y avait un U quand même. Hein. Donc, je passe le pattern, et donc la commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste résoudre le pattern et passer tous les arguments à la commande merge natif. Donc il a commencé par me faire un listing des branches, et là il fait un merge natif en fait. Donc là il m'a lancé un git merge, et là il merge. Donc l'exemple il est construit pour que ça se passe bien. Hein. Oh, c'est un peu long, hein. Enfin un peu long, c'est relatif par rapport à une build Maven, mais... Donc là en fait je teste que ma branche merge avec toutes les autres. Donc typiquement, c'est ce que fait le développeur à chaque fois qu'il veut pusher un commit dans l'intégration continue, il check avant que ça merge. Au même titre qu'un build Maven. Voilà. Donc il me dit que c'est bien passé, parfait. Je vous ai préparé un petit exemple d'erreur quand même. Hein. On va pas dire que ça se passe toujours. J'ai perdu la souris, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai construit intentionnellement une branche qui va être en conflit. Donc je vais lancer la même chose. Et ce coup-ci, il va tomber sur un fichier. Donc là, il est en train de merger, merge natif, hein, je le répète un petit peu. Et là, à un moment donné, il va tomber sur une erreur. Donc il va me dire, voilà, error content conflict, ici, sur un fichier qui s'appelle deploydocker.sh. Certes. Donc ce qu'il va faire, en fait, là, c'est qu'il s'arrête. Il arrête de faire le merge natif et il commence une séquence d'analyse. Il va se remettre dans son état de départ et il va commencer à merger les branches une à une de tout le repo pour trouver avec laquelle je suis en conflit. Donc en fait c'est le premier outil de diagnostic. Donc on voit que dans toutes mes branches là, elles mergent toutes bien, sauf une ici là qui dispose d'un qui a un commit au même endroit. Donc là maintenant je suis capable de savoir en fait quel est le problème quoi. Donc les conflits, on va quand même en parler un petit peu. Voilà, donc il faut savoir que avant, quand on avait un conflit, on grognait dans notre coin puis on résolvait le conflit. Il n'y avait pas vraiment plus à faire. Maintenant, un conflit, c'est une build rouge sur l'intégration continue ou une personne qui est bloquée et il n'y a plus de façon systématique de résoudre un conflit. Donc, c'est un petit peu déconcertant au début. Avant, on avait l'habitude d'aller vite là-dessus puisque ça nous barbait. Maintenant, au contraire, on ralentit quand il y a un conflit et on essaie de comprendre. Donc on va y aller au cas par cas en fait. Donc on a, on va dire un enchaînement de questions à se poser et on va, dans un premier temps, essayer d'éviter le conflit en fait, plutôt que de le résoudre.
Donc l'objectif, hein, c'est que les deux branches elles continuent à vivre en parallèle dans l'intégration continue et qu'il n'y ait pas de blocage du truc. Donc première résolution de conflit qu'on fait, c'est simplement éviter le conflit. On va annuler un renommage, annuler un refactoring quelconque ou un reformatage. Ça, au final, avant, on se l'interdisait en fait. Quand quelqu'un balançait un reformatage un petit peu pénible dans le trunk, tout le monde le subissait en fait. Donc là, c'est plus le cas. On a l'opportunité de revoir ce qu'on fait. C'est une des forces d'être en branche comme ça indépendante, c'est que on peut annuler des choses et réécrire l'historique. Deuxième option qu'on a, si on n'a vraiment pas réussi à l'éviter, on se dit qu'il y en a un des deux qui va sortir de l'intégration continue puis qui va laisser passer l'autre tranquillement. C'est pas un petit peu simple, hein, mais au final, les deux premiers points là, ils représentent, je pense, un bon 90% de notre résolution de conflit. Hein. Ensuite, si vraiment on a besoin de mettre les deux branches dans l'intégration continue, parce qu'elles veulent, parce qu'on a besoin de les faire partir assez vite, on va décider d'en mettre l'une devant l'autre. Donc là, on fait un rebase dans Git, hein, on prend la première, on la colle au-dessus de la deuxième, et du coup la première elle peut résoudre les conflits, elle embarque les commits de la deuxième, donc elle peut coder par-dessus. Donc ça nous arrive de temps en temps. Je pense que les 10% restants de nos conflits ils sont gérés comme ça. Faut juste avoir en tête qu'en fait ça met un ordre de passage entre les branches. Hein. Il y en a une qui va partir avant l'autre. Dernière escalade, on s'interdit pas complètement de faire des feature toggle quand même. Donc là où dans TBD le feature toggle était systématique, nous il devient très optionnel, voire presque non utilisé quoi. On l'utilise dans de très rares cas. Alors là, comme j'ai un petit peu de temps bonus, je vais tenter la démo live de l'extrême de résoudre le conflit comme ça. Alors voir si j'y arrive. Donc ma petite branche, donc j'ai plusieurs possibilités. Alors il se trouve dans ma branche que j'ai juste ajouté un commentaire normalement. Voilà, j'ai rajouté 2 espaces ici là dans le fichier exprès pour créer un conflit. Hein. Donc là, si je suis dans une logique dans ma logique de tous les jours, je vais chercher je comprends que c'est dû à ça et je vais annuler mes espaces. Maintenant, pour le bien de la démo, je vais faire un truc un peu plus marrant quand même. Donc déjà, je vous montre un petit peu les exemples de commandes qu'on utilise. C'est pas évident de diagnostiquer précisément. Donc là, ici vous avez un diff qui vaut ce qu'il vaut. Maintenant, vous ne savez quand même pas. Dans ce diff-là, vous ne savez pas qui a ajouté quoi. Vous avez juste l'état du conflit, mais il y a plein de cas où ça suffit pas en fait. Donc vous allez typiquement taper des commandes un petit peu comme ça. Vous allez chercher à faire des diffs un peu précis de ce qui se passe. Et donc je vais prendre par exemple la branche en question qui pose problème, la branche de mon collègue là, hop. Et je vais regarder ce que lui a ajouté dans ce fichier par rapport au master. Donc ça se fait comme ça, hein. Ça c'est du Git. Donc un fonctionnement qui requiert quand même pas mal de maîtrise de Git. Hein. Je vous le cache pas, je vais revenir dessus un petit peu plus loin. Et donc je vais passer le fichier en paramètres. Et là il va me dire quelles sont les différences sur ce fichier de la branche en question par rapport au master. Chose que n'imprimait pas le diff avant. Et donc là, bon, ok, certes, hein, je vois, il y en a pas mal, hein, il y a tout ça qui a changé. Donc là, moi j'avais modifié le début du fichier ici, là, je crois. Je vais me mettre dans une autre fenêtre. Hop. Et je vais faire la même chose pour moi, en fait. Git diff. Feature master. Donc ma branche qui est head, ça c'est pareil de la plomberie Git, hein, ma branche c'est comme ça qu'on la référence par rapport au master sur le même fichier. Et là je devrais retrouver mes espaces quelque part. Pas du tout. Ah ouais, what? Qu'est-ce qu'il m'a fait là?
Ah, bah là, je suis sur le vrai repo, en fait. J'ai ouvert une nouvelle console et il m'a remis sur le... Bien vu. Voilà, c'est mieux. Hein. Bon. Voilà, donc la même commande. Et je vois mes deux espaces là. Donc là, je sais maintenant, je suis à peu près capable de voir ce qu'il faut adapter. Bon, après, travail un petit peu d'analyse. Et puis voilà, donc par exemple, vous tentez de vous faire un petit rebase là, de comment on met une branche devant l'autre. Donc, bon, c'est commande un peu complexe. Donc ça, c'est des nécessités. Vous avez besoin, en fait, vous allez avoir besoin de taper ce genre de rebase un peu complexe. Voilà, c'est probablement que les outils intégrés graphiques, ils vont devenir un petit peu limités hein, quand même. Il faut avoir une bonne connaissance quand même de l'outil. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais déplacer ma branche au-dessus de celle de mon collègue. Et ça se fait comme ça. Donc je lui dis que je vais aller sur la branche de mon collègue qui s'appelle ce truc-là, là. Hop. Et moi, j'ai qu'un seul commit dans ma branche, je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Je mets quelque chose comme ça, qui dit qu'en fait, je prends le dernier commit de ma branche et je le déplace sur celle-là. Et il va me faire le taf. Donc forcément, au moment du rebase, j'ai un conflit, hein, puisque c'était bien le principe. Donc là, git status, il me dit que voilà, il me dit la même chose que j'avais avant, sauf que maintenant je peux résoudre le conflit et puis pusher ma branche. Donc voilà un petit peu comment on résout les conflits. Donc on s'offre, ça c'est assez important, on s'offre cette possibilité de réécrire l'historique. Hein. À chaque fois qu'on fait un rebase, on réécrit l'historique. Chose qui est normalement interdite quand vous avez pushé. Enfin ça c'est une des bonnes pratiques de Git que vous connaissez. Ceux qui pratiquent Git, vous le savez bien. Une fois qu'on a publié un historique, on n'est plus censé le réécrire sur du trunk habituel. Sauf que là, les branches, elles ont beau être pushées dans l'intégration continue, on considère pas que c'est publié en réalité. Donc on se permet tout à fait de réécrire ces historiques en permanence. Et ça, c'est un confort c'est un des gains de la solution aussi, quoi. C'est vraiment pas négligeable d'avoir cet aspect-là. Donc, on a de quoi construire maintenant ce merge Octopus. Ah oui, je voulais parler d'un autre sujet, c'est assez sympa. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment en local on construit des merges et on fait nos merges check avant de pusher. Je vous montre rapidement qu'est-ce qu'il faut écrire pour intégrer ça dans un Jenkins ou voilà un système de CI classique. On va écrire un petit peu de bash en fait, tout simplement. Ça va être un petit bout de bash. Donc je rappelle, hein, ce job il va être responsable de créer la branche. Chose que je ne faisais pas en local. Hein. Je faisais juste un merge check. Lui, il va créer la branche réellement et puis la pusher sur le repo. Bah, ça se fait très simplement. Par exemple, dans le cadre de Jenkins, Jenkins, il a la propriété qui est que quand il démarre un job, le repo, il est déjà dans son état, il est dans son état complet. Il y a déjà toutes les branches. Il fait un fetch complet avant de lancer le build. Donc, quand mon script va être exécuté, j'ai déjà toutes les branches sous la main. Donc je peux directement faire un truc comme ça. Alors pareil, ça va être un peu petit peut-être là. Pourquoi il veut pas m'agrandir là? Ok, je ne connais pas la commande pour agrandir. Vous arrivez à lire là? Bon, git octopus /features quoi. Donc là, il me construit un merge. Et derrière, je vais directement tester la sortie de la commande. Donc, je fais un petit if le résultat de la commande précédente égale 0. Donc, si la commande s'est bien passée,
Bah là, j'ai sous la main, j'ai directement le commit de merge en fait. Il vient de me le créer. Donc là où je suis, je peux directement pusher sur mon repo origin. Si vous ne l'avez pas configuré, il s'appelle origin par défaut. Je peux directement pusher mon commit courant là sur une branche qui s'appelle Octopus par exemple. Et une petite nuance, cette nuance fondamentale dont je parlais tout à l'heure, c'est que la branche n'est pas historisée, ce qui veut dire qu'en fait, en pratique, c'est un push forcé. La branche précédente est écrasée à chaque fois. Donc, bon, j'insiste pas trop dessus, c'est de la plomberie Git, mais c'est assez fondamental. Donc, bah voilà, mon push. Hein, et si le merge s'est pas bien passé, bah, je vais planter la build. Et puis c'est tout. L'intégration continue, elle s'implémente comme ça. S'il n'y a pas beaucoup plus de code, ça tient en 7 lignes. Après, selon les systèmes de CI, éventuellement, vous avez des petites nuances. Des fois, il faut fetcher avant. Nous, on utilise TeamCity, en fait. On n'utilise pas Jenkins. TeamCity, il faut faire un fetch avant. Bon. Donc ça pareil. Hein, il y aura l'output que je vous ai montré de Git Octopus à l'exécution. Donc, en cas de plantage, vous avez l'output qui permet de diagnostiquer un petit peu, etc. Donc, une intégration assez simple, finalement, du truc. Donc, on a notre intégration continue qui est capable de construire la branche, et puis les développeurs qui sont capables de faire leur merge, là, leur merge check. Maintenant, alors j'essaie de récupérer ma remote. Workflow jusqu'en prod, je vous propose une implémentation bout en bout du workflow, qui ressemble à ça. Alors ça se lit de gauche à droite, on va le passer en revue, hein, vous inquiétez pas. De gauche à droite, donc temporellement, ça va être le cycle de vie d'une branche. Donc on démarre. Donc l'implémentation, elle repose sur 2 repos. Vous avez, je vais vous montrer. Donc ça en fait, c'est deux repos là, features et release. C'est 2 repos Git différents. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On part ici. On me demande de travailler sur une branche ticket 3, enfin sur une tâche ticket 3 par exemple. Donc je vais créer une branche à partir du master qui va s'appeler ticket 3. La commande elle est en dessous là. Git branche, voilà, hein, on crée une branche à partir du master. Donc je suis en local sur mon poste et je commence à bosser. Et je vais committer le plus vite possible. Hein. On est dans les bonnes pratiques Git, donc on veut committer souvent. Donc je fais un commit ici qui est atomique, qui passe la build et puis qui casse pas tout. Donc la logique elle va pas plus loin que ça. Juste je veux pas tout casser, mais c'est pas un travail fini quoi. Donc je suis là, je veux pusher dans l'intégration continue. Je lance un Maven install là pour voir que ça marche bien. Je lance un Git Octopus pour vérifier que je ne vais pas casser le merge avant de pusher. Je push, je peux y aller, c'est bon. Je fais un Git push features. Donc littéralement, je push ma branche locale là sur le repo de features. Ma branche arrive ici, elle est au milieu de la branche de mes collègues. Et immédiatement après mon push, comme je vous l'ai expliqué, on a un job Octopus qui va passer, reconstruire un merge, écraser la branche Octopus précédente pour créer une nouvelle branche qui contient ma nouvelle branche. Donc immédiatement après mon push, j'ai cet Octopus Features qui est recréé. Ma branche est déployée sur l'environnement de test, les Selenium sont tirés, etc. Donc là en fait je suis dans l'espace de travail de l'équipe. Ce repo feature c'est l'espace de travail, hein. Cet ancien trunk en réalité. Et là je peux bosser aussi longtemps que je veux. Hein, y a pas de... On s'autorise en fait à avoir des branches assez longues, pareil. Alors ça c'est assez, ça peut être assez troublant de se dire qu'on peut avoir des branches qui durent 1 mois ou 2 là-dedans. Mais c'est des branches qui sont mises à jour régulièrement, à la main. Et puis qui sont là jusqu'à ce qu'elles soient stables et finies quoi. Donc je termine mon travail, je la fais valider par le business tranquillement sur l'environnement de test, hein, sur ce Octopus Features qui est déployé sur l'environnement de test. Donc on le reset à la main, on va tester un petit peu la non-régression, on va relire le code et ok, j'ai le go pour partir en prod. Je vais tout simplement faire quelque chose d'assez équivalent.
au push précédent. Je fais un git push release. Donc là, j'envoie ma branche sur le repo de release. Ma branche arrive ici. Et de la même façon, en fait, on a un job Octopus qui va se relancer et recréer une branche release. Et donc, cet espace-là, bah, c'est l'espace des branches prêtes à partir en prod, ici. Donc là, il n'y a plus rien à faire sur cette branche. Il va y avoir un petit jeu de test quand même avant de m'épée, mais là, il n'y a plus rien de manuel. Une fois qu'on est là, on touche plus à rien. On lance le Selenium là-dessus. Et on va attendre la prochaine map. Donc la fin en fait du cycle de vie de ma branche, ça va être la map. La map, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre cette branche release là, cette Octopus release, et va la réinjecter dans le master, ce qui va terminer mon petit cycle de développement là. Ma branche va être détruite puisqu'elle est intégrée dans le master, et c'est terminé. Donc il faut voir que cet espace de release là, il est vraiment intéressant. C'est là où on comble le manque à TBD dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que TBD n'offrait pas de chemin de migration. On était obligé d'avoir tout le pipeline de test et de déploiement pour y arriver. Ici, grâce à cet espace de release, vous avez la possibilité de cadencer les maps au rythme que vous voulez. Donc nous, arbitrairement, on en fait une par jour, mais si on avait un process de map un petit peu plus lent, avec un peu plus d'opérations manuelles, bah on en ferait moins souvent probablement. Donc ça peut scaler, ça peut downscaler en fait. On peut ralentir les maps à volonté. À volonté, presque à volonté, faut quand même pas exagérer, mais voilà. Et ça donne c'est là où on a le terrain pour s'améliorer aussi. Donc je vous donne la bonne recette pour que ça marche bien, pour que ce soit fluide. Proximité des équipes en cas de conflit, il faut que les gens puissent dialoguer, comme je vous ai dit. C'est avant tout un dialogue, les résolutions de conflits. Il vous faut, autant que faire se peut, des développements indépendants. Donc là, on parle vraiment de gestion de projet, développement produit. Plus les développements sont indépendants, moins il y aura de conflits. Une bonne maîtrise de Git, ça c'est clair. Il va falloir être capable de tracer des logs partiels. Alors log partiel, bon, je pourrais vous le montrer à la fin, mais quand on a 50 branches de l'intégration continue, on peut plus les loguer toutes. Hein, il faut être capable de faire des diffs très précis et des rebase un petit peu complexes au minimum. Donc voilà. Mais bon, après Git c'est quand même un outil marrant. J'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de cet outil-là. Donc on aime bien l'apprendre, il n'y a pas de souci. Du code sain, ça va faciliter pas mal aussi le bon déroulement du truc, puisque un bon pattern MVC, des bons patterns d'injection, etc., ça va réduire les conflits aussi. Puis des maps fréquentes, comme je vous ai dit, on peut ralentir le rythme de map, mais bon, faut quand même pas trop forcer. On n'en reste pas là. On aimerait s'améliorer quand même encore dans ce fonctionnement, tendre déjà vers une map par branche, puisque c'est la finalité du modèle. Et puis tuer les problèmes de conflit. Alors ouais, ça on a un petit combat à faire là-dessus, puisqu'on se doute bien qu'en fait c'est la peur, elle est là, la peur d'adopter ce fonctionnement. Donc pareil, on baisse pas les bras et on pense qu'il y a de l'outillage à faire, probablement quelque chose comme un merge tool distribué ou quelque chose comme ça. Donc ça, on espère que ça arrivera dans l'année. On bosse dessus. Alors, par curiosité, j'aimerais savoir qui est concerné par ça. Qui est-ce qui met en prod une fois par mois au moins ça fait quand même pas mal de gens en fait. D'accord, donc c'est à peu près un bon 50% de la salle. Ce que je peux vous dire en fait, c'est que nous, avant de faire du continuous delivery, on était dans ce fonctionnement-là. On faisait une map tous les 4 à 6 semaines. Et le continuous delivery n'est pas loin pour vous. Il y a pas grand-chose à faire en fait. Nous, on l'a fait. L'investissement est moindre. Autant faire du TBD, c'est vachement dur. Autant faire ce qu'on fait nous, c'est pas très dur. Il y a un petit peu d'investissement à faire. Voilà, je vous ai mis les 3 investissements principaux que nous on a fait avant de se lancer. Un peu plus de DevOps pour automatiser, pour se dire qu'on va pouvoir mapper tous les jours. À titre d'indication, nous, notre process de map, il prend 1 à 2 heures à une personne.
Donc déjà, on est capable, n'importe qui dans l'équipe est capable de faire une map tout seul. Donc ça, c'est assez sympa. Et voilà, 1 à 2 heures. Mais bon, si vous avez quelque chose qui tourne en 2-3 heures, 4 heures, une demi-journée, si vous améliorez 2-3 points, vous pouvez peut-être réduire et puis y arriver, quoi. Sinon, vous faites une map tous les 2 ou 3 jours. Voilà, comme je vous dis, il y a une piste pour s'améliorer. Git, indispensable. Bon, hein, j'ai pas plus d'arguments à donner que ça. Sur SVN, vous n'y arriverez pas. Et côté organisationnel, on est simplement passé à une validation incrémentale des tickets. C'est-à-dire que avant de faire ça, on validait tout en fin de sprint. Au bout d'1 mois et demi, là, code freeze, recette et validation des tâches. Là, on le fait de manière incrémentale. Donc ça, vous pouvez le faire avant de faire du continuous delivery, hein. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, en fait, là, le pas, il y a plus rien à faire, en fait. Un lundi matin, vous arrivez et vous dites, les gars, j'ai supprimé le trunk, hein, c'est ce qu'on a fait. Il y a plus de trunk, les gars, vous committez dans des branches. Vous rajoutez un job de CI Octopus, là, et c'est parti, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on l'a fait. Et ça n'a pas été brutal, en fait. Les premières maps, elles ont eu un petit peu de mal à partir, mais on va dire qu'on a accumulé 3-4 jours de branches. Et après ça, c'était rythme de croisière, quoi. Donc j'arrive à la fin. Si vous avez qu'une chose à retenir, c'est vraiment cette idée que TBD n'est pas une fatalité. C'est ce qu'il y a théoriquement de peut-être de plus propre, et puis ce qui est prôné par les géants du web, mais c'est vraiment difficile. Et voilà, nous on a essayé de faire notre petit bonhomme de chemin et trouver une solution pragmatique sans TBD. Je vous mets le lien du Git Octopus là, si vous voulez jeter un coup d'œil. C'est pas grand chose en fait, hein, c'est un script d'une 100 ou 200 lignes, hein, pas plus. Twitter de l'équipe technique, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On aime bien communiquer sur ce qu'on fait, donc si vous avez, on fait des BBL, des trucs comme ça, aucun souci. Si vous voulez des tuyaux ou des trucs, si vous intéresse, des questions, voilà. Je vous remercie de votre attention je vous souhaite un bon week-end à tous. Voilà. Alors on a plein de temps pour les questions, un quart d'heure quasiment. Ouais. Par rapport à la Octopus release, Ouais. qui prenait le ticket 1 et 3. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'y touche plus. Comment vous intervenez quand il s'agit de détricoter une feature qui finalement part pas à la Ouais. Ça arrive. Typiquement, aujourd'hui, on a. Alors, je vais remettre le schéma. Ouais. Donc la question, en fait, c'est imaginons que dans le repo de release, là, on arrive au bout et il y a une branche en fait qui veut pas partir, soit par réseau organisationnel, soit que ça casse ou quelque chose. Ça arrive assez souvent. En fait, on a pas mal de problèmes à valider les Selenium sur l'environnement de ce test Octopus Features là. Il y a beaucoup de choses et les Selenium ils sont assez souvent pétés, on va pas se le cacher. Ce qui fait qu'on a vraiment besoin de valider les Selenium côté repo de release là. Et donc régulièrement il y a un Selenium qui claque sur ce repo là. En fait on supprime la branche et puis on relance le merge, hein, tout simplement. Et c'est grâce à cette volatilité du merge et le fait qu'on ne l'historise pas, on supprime la branche, on relance le merge ne contient plus la branche en question qui pose problème et on continue, quoi. Tu continues de travailler sur ton repo feature. Ouais. Ben, en fait, là il y a une désynchronisation qui est tolérée. C'est-à-dire que on peut par exemple vouloir envoyer un ticket dans un état, on se dit celui-là j'ai envie de l'envoyer en 2 fois par exemple. Donc une version, je la stabilise, je la teste, je la fais relire, je la valide, je l'envoie sur le repo de release, et après moi je vais continuer sur le repo de feature à avancer. Donc en fait la branche elle part, il y a une moitié de branche qui peut partir comme ça, c'est un fonctionnement qu'on s'autorise. Oui. Ouais. Donc,
Alors, donc la question c'est quand on résout un conflit et qu'on fait un rebase comme ça en mettant une branche au-dessus de l'autre, qu'est-ce que ça donne niveau branche et ticket quoi. Alors, on fusionne pas les tickets, on a toujours deux identifiants et deux branches, sauf qu'il y en a une qui est devant l'autre. Après, effectivement, on va marquer dans Jira, par exemple, que un ticket est lié ou dépend d'un autre. Mais après, dans Git, ça reste comme ça, en fait. Oui. J'ai deux questions. Il y en a une, c'est du coup, tu vois que tu as les tests qui pètent dans Jenkins. Comment tu sais ce qu'il y a eu entre deux passages de tests, vu que tu as Octopus Feature, elle n'a pas d'historique en fait. Ouais. Et l'autre question, c'est du coup, vous interdisez complètement de faire du gros refactoring. Ouais, alors... donc il y a deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on identifie quelle branche va casser les tests. Alors ça, c'est assez... il y a plusieurs choses. Premièrement, chaque branche va être buildée de manière indépendante sur Jenkins, ou TeamCity, ou... Voilà. Donc, si une branche toute seule casse ses tests, ça se voit, elle est dans la liste des builds. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait un vrai problème de merge, c'est-à-dire que le merge passe et que ça compile pas. Bon, ce cas est assez rare en fait et on le traite à la main. Il n'y a pas plus d'outillage que ça. Avec quelques bonnes commandes, tu peux voir assez facilement qui modifie quel fichier. Parce que s'il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de conflit au moment du merge, t'es un peu tout seul pour savoir qui a modifié quel fichier. Mais ça, dans Git, il y a tout ce qu'il faut pour le gérer en fait et pour identifier quelle branche modifie quoi. Donc pas trop de problème de ce côté-là. Par contre, les gros refactoring, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut savoir que nous, on a deux codeurs qui font des gros refactoring. Donc c'est une activité. Il y a des gens qui font ça à plein temps chez nous. Donc on en fait des gros refactoring. Par exemple, il y a quelques mois, il y a l'architecte qui a décidé de renommer tous les packages. Donc il a déplacé toute la code base en fait. Hein. Bon, bah ça, comment ça se gère? En fait, on lui laisse la place. On lui dit, ok, tu le fais à partir du master. Et puis on bloque les MEP une journée ou deux, le temps de stabiliser. Et toute l'équipe s'y met en fait pour stabiliser ses développements. Donc après, chaque développeur va remettre à jour sa branche, émerger ses conflits. Mais typiquement, ça va bloquer une journée de MEP. Donc c'est comme ça qu'on gère en fait, hein, la plupart du temps. Si les refactorings sont trop gros, on prévoit une recette aussi, on arrête l'équipe et puis on fait une recette générale du site, histoire que parce que comme ils sont obligés d'envoyer ils peuvent pas être dans l'intégration continue longtemps parce qu'il y a trop de conflits. Donc en fait, on leur dédie des recettes. Voilà. Oui. Ouais. Ça peut pas avoir des problèmes, par exemple, avoir des gros problèmes, par exemple sur feature, puisqu'on va essayer de merger plusieurs branches. Et peut-être que des problèmes qu'on va pas avoir. Par exemple, on fait des tests sur feature, on fait des tests, et après, l'année, on aura moins de branches, on va avoir des problèmes. Ouais. Alors, la question, en fait, c'est quand on teste nos features sur Octopus Features, ici, on a plus de branches, plus de commits, et potentiellement, on teste quelque chose qui n'est pas ce qu'on va envoyer en prod. Sur l'Octopus Release, on va avoir moins de branches, moins de commits. C'est pas le même code. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. Un premier, c'est qu'on fait des tests d'intégrité au moment où on construit le merge release. Il y a le merge Octopus en lui-même, mais en plus de ça, on fait un check de l'état des tickets, par exemple, dans Jira, et de cohérence de ce qu'on envoie en prod. Donc, des tickets des commits qui sont embarqués et qui ne le devraient pas vont être détectés par l'intégration continue. D'accord ? Ensuite, il y a quand même un autre aspect qui est que on suppose que deux branches ne se corrigent pas mutuellement. Ça, on vit avec cette hypothèse en fait.
bien sûr, on peut imaginer des cas où c'est pas vrai. Alors, je m'explique un petit peu. C'est-à-dire que là, dans cet exemple-là précis, on a testé ticket 1 sur l'environnement de test. On se dit ticket 1, il est bon. On l'envoie dans le release là. On pourrait imaginer des cas où ticket 2 corrige ticket 1. Et donc, quand ticket 1 va partir tout seul, il va envoyer un bug. Ben, ça, c'est une supposition qu'on a. C'est une hypothèse de base. Ça, ce problème, on l'ignore en fait. Hein. On n'est jamais tombé dessus. Et la seule garantie qu'on a, en fait, c'est la build. Parce que ces problèmes-là, en fait, on se dit conceptuellement que ça va. Si la compile passe quasiment, ça nous suffit. Voilà, on n'a pas plus de sécurité que ça. En 1 an et demi, c'est jamais arrivé. Il y a un peu trop de questions là. Oui. Ouais, monolithe. On est en monolithe. J'ai un petit peu oublié de le dire. Oui, oui, oui. Quand on met en prod, tout part. Non. Donc non, monolithe. Le site, toute la code base, elle est dans un repo et tout part. C'est un des fondements du truc effectivement. Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'on doit monter une plateforme, on doit installer tous les services? Alors, dans notre cas, là, Octopus Features, donc qui englobe Ticket 1, est déployé sur un environnement de test. Donc les Selenium, ils sont tirés sur cet environnement de test. Donc en fait, les Selenium vont tester toutes les branches. Ça, c'est l'état actuel de notre fonctionnement. Maintenant, on est en train de travailler pour justement exécuter des Selenium par branche. Donc là, en fait, on va virtualiser des petits environnements par branche pour tester les Selenium de manière isolée. Ça, c'est un des travaux. Mais c'est pas évident à faire, en fait. Faut un peu bosser. On l'a pas fait jusqu'à maintenant. Le besoin est pas ultra fort. Il commence à l'être au fur et à mesure que l'équipe grandit. Parce que les Selenium sur Octopus Features, ils sont quand même de plus en plus instables. Donc le besoin, il arrive maintenant. Parce qu'on est une équipe qui grossit beaucoup. Voilà, en étant motivé, on intègre les Selenium par branche en fait. Ah si, tout le temps. Non, pas tout le temps. Octopus Features tout le temps. Octopus Release une fois de temps en temps, ouais. C'est d'ailleurs une des raisons principales qu'on a encore cet environnement de pré-production, c'est valider une dernière fois les Selenium en fait. Voilà, donc la solution elle est là-dedans, hein. Dockeriser les branches pour exécuter les Selenium dedans par branche. Oui. Vous réécrivez l'historique sur des commits partagés? Alors, ça peut arriver. Ouais. Alors, la question c'est, on réécrit des commits sur de l'historique partagé, ce qui est normalement, très fortement déconseillé. Alors, la plupart du temps, on réécrit les commits sur de l'historique non partagé, puisque les développeurs ils sont tout seuls sur leur branche assez souvent. Maintenant, de temps en temps, on a effectivement des commits partagés, sauf qu'ils sont partagés par peu de gens. Donc maximum 2-3 personnes. Et le truc c'est que si les commits sont partagés, on le sait parce que y a eu conflit au préalable et que les gens ils ont discuté pour résoudre le conflit. Donc un commit partagé, ça veut dire une branche au-dessus de l'autre en fait. Il y a que ce cas-là. Et une branche au-dessus de l'autre, celui qui est au-dessus sait, les gens se sont parlé et savent en fait que c'est qui dépendent l'un de l'autre. Après, en termes de sécurité formelle, il y en a pas. Mais c'est tout dans la communication en fait. Souvent les gens, on a des équipes petites, voilà, on le gère bien. Après, il y a pas plus de complexité que ça. Les branches, elles sont hard pushées un petit peu tout le temps. En fait, après niveau guide, ça se passe bien. Hein.
Ouais, bah, même si les branches sont hard pushées, ton fetch il fait la même chose en fait, hein, il remet à jour toutes tes branches. Ouais, alors bon, nous on les a pas configurés en fast forward justement, mais je crois que par défaut il a pas tendance à faire des fetch fast forward. J'ai un doute là-dessus. Oui, le push par défaut il est fast forward, hein, sinon faut le forcer. Mais le fetch c'est pas le cas, il me semble, hein. Donc fetch, il y a la même notion en fait. Dans le fetch, tu peux avoir il y a la notion de fast forward, elle existe dans le fetch aussi, sauf que il le force par défaut, il me semble. Sinon de toute façon c'est la conf. Bah, je peux vous montrer la conf de mon repo. Il n'y a pas de souci. Oui, il touche les remotes, mais il y a une notion de donc là, vous voyez, j'ai un fetch avec un petit plus là, ce qui veut dire qu'il lui il va forcer les refs en non fast forward. Mais j'ai un petit doute que même si j'enlève le plus là, je suis même pas sûr qu'il le fasse pas. Bon, en tout cas nous on le configure comme ça. Il y a le fetch il force les refs hard pushés. Vous voyez par ailleurs là au passage il y a une petite conf Octopus là. J'ai intégré en fait là il y a une petite conf qui permet de piloter la commande. Ça me permet de taper une commande par défaut. Je peux faire git octopus sans argument et le pattern de branche feature/étoile il est dans la conf. Donc ça en fait je peux le faire forcément. Je peux le taper sans argument, puisqu'en fait, comme les développeurs ils le tapent toute la journée, ils ne vont pas mettre l'argument à chaque fois. Donc, bah ouais, oui, du coup. Juste, j'avais deux petites questions. La première, c'est que tu disais que des fois, la feature, en fait, avant de partir en prod, elle peut attendre jusqu'à un mois. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes, en fait, de devoir faire des rebases régulièrement sur la feature et ça ne vous prend pas du temps à chaque fois? Alors, la question c'est, si on a des branches qui vivent longtemps, un mois ou quoi, et qu'on veut les mettre à jour avec des rebases, par exemple, ce qui est le cas, est-ce que ça nous prend pas un temps fou de faire des rebases sur le master à chaque fois? Alors, la réponse, elle est assez simple. Ta branche, elle est dans l'Octopus, elle est dans l'intégration continue. Donc, l'Octopus passe dessus. Donc, tu es garanti de merger avec toutes les branches, y compris le master. Ça veut dire que si tu fais un rebase de ta branche, il n'y a pas de conflit. Tu le sais d'avance. Donc en fait, ton rebase, il prend une demi-seconde à chaque fois, en fait. Donc aucun problème sur la mise à jour. Par contre, ça veut dire que tu push force derrière. Mais bon. Oui. On est en snapshot. Pas de numéro de version. On a un petit truc custom, mais enfin, on a un numéro de version custom qui sert juste, pour incrémenter le truc. Mais en Maven, c'est du snapshot depuis longtemps. On n'augmente plus les versions. Non, alors là-dessus, on est un peu crado pour être tout à fait franc. C'est un des projets aussi d'amélioration. On récupère les artefacts directement dans TeamCity. Donc en fait, notre repository d'artefacts, c'est notre intégration continue. Donc ça, bon, on vit avec depuis longtemps. On va le faire, ça, c'est certain, mais voilà. Oui, une deuxième. Est-ce que vous avez essayé pour les conflits de créer un Ouais. Exactement. Alors ça, c'est une des pistes pour résoudre les problèmes de conflit. Donc le mécanisme de qui est un petit peu au fin fond de Git. Donc c'est un mécanisme qui permet de rejouer les conflits, les résolutions de conflits qui ont déjà été faites. Donc sans historiser de merge, Git est capable de mémoriser ce qu'il a résolu comme conflit. Et en fait, ce mécanisme-là, il paraît intéressant pour nous, pour résoudre les conflits de manière automatique comme ça, c'est-à-dire sans lier les branches, mais enregistrer le conflit quand même pour que l'Octopus soit capable de réappliquer ses résolutions de conflit à chaque fois. Donc ça fait partie des pistes pour traiter le problème. Je t'avouerai que je mets pas mal le nez dans les sources de Git.
Bon, j'ai un peu peur de devoir forker Git en fait pour réutiliser le mécanisme, donc ça me fait un peu chier. Et puis écrire du C, c'est pas trop mon truc non plus. Mais je vais étudier la question en tout cas très clairement dans l'année là, savoir si je peux pas réutiliser ce mécanisme pour le distribuer en fait, distribuer sur tous les postes des développeurs, etc. Oui. D'autres questions? Oui. Alors, la question c'est est-ce qu'on utilise où est-ce qu'on en est dans les pull requests? On utilise alors, time's up. J'ai le temps de répondre quand même? Ok. Les pull requests, donc on n'a pas de mécanisme de pull request, puisqu'en fait on n'a pas de merge fait à la main. Donc ce merge Octopus Release là, il est automatique, donc en fait c'est lui qui nous merge les pull requests en quelque sorte, l'Octopus Release. Donc les pull requests, on n'a pas vraiment d'application. Par contre, à terme oui, quand on arrivera à faire une map par branche. Une map par branche te dit que tu fais de la pull request sur le master en fait. Mais là en l'état non, parce qu'on veut pas faire ce merge manuel. On cherche justement à ne pas historiser les merges. Donc voilà, je réponds à la question. Alors, je sais pas, je pense que je dois libérer la salle, mais je réponds à tout, hein, venez me voir, il n'y a pas de souci. Merci. Et bon week-end à tous. Ouais. Ce que j'ai oublié de te demander, c'est après sur le master, une fois qu'il y a eu un Octopus merge, enfin un automatique sur les releases, et que c'est parti en prose, est-ce que ça revient sur le master? Ouais. Vous taguez, est-ce que vous enregistrez que chaque map comprend telle et telle branche? Ouais. Alors j'ai parlé d'un petit numéro de version custom dans le POM. Donc,